Bienvenue en fait à cet événement de lancement de la Maison de la construction métallique. Bonjour, je suis Sébastien Rouzeau, je suis consultant externe du cabinet Boystone et je serai aujourd'hui l'animateur du coup de cet événement qu'on va passer ensemble. Votre maître de cérémonie en quelque sorte. Peut-être une première question, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous réunis? L'idée est de savoir finalement plus derrière une initiative qui est unique, qui est centrale au sein de la filière, la Maison de la construction métallique. Nous avons 1 heure et demie devant nous, et puis après, je vous rassure, on aura un cocktail. 1 heure et demie pour répondre à finalement 3 questions. Pourquoi cette maison de la construction métallique? Finalement, d'où ça vient? Quel est le contexte? Pourquoi est-ce qu'on pousse fortement sur ce sujet? Qu'est-ce que l'on va y trouver? Quelles sont les thématiques? Quelles sont les activités autour de cette maison de la construction métallique? Et vous le verrez, les choses restent à modeler et à échanger. Et puis, un dernier point aussi sur finalement le comment. Comment on va faire tourner cette maison de la construction métallique? Là aussi, tout n'est pas figé, mais on a quelques idées. Et l'idée étant de les partager aujourd'hui avec vous. Alors, c'est une idée qui a pris le temps de germer et qui aujourd'hui va devenir une réalité au travers de ce lancement. C'est toujours une étape marquante, une étape importante. Elle a été fortement poussée et liée aux efforts en fait de 5 organisations fondatrices. Et certains de leurs représentants m'ont fait part de leur impatience finalement de partager cette idée-là avec vous aujourd'hui. Et je vais vous demander du coup de les accueillir. Je vais appeler du coup le président du syndicat de la construction métallique, Roger Briand, à nous rejoindre sur scène. Également le président du CTICM, Jean-Pierre Tahet, la secrétaire générale de l'enveloppe métallique du bâtiment, Valérie Prudor, le président de l'Union des métalliers, Franck Perrault, président de l'ESA, Stéphane Chartier, et puis le directeur général du CTICM, Philippe Ostaleri, à qui je vais laisser immédiatement ma place pour avoir le mot d'accueil. Asseyez-vous. Il va falloir qu'on mette des règles dans la maison tout de suite. Il n'y a pas besoin que quelqu'un demande quelque chose pour que ça soit fait. Pas de protocole. Pas de protocole. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce lancement d'une idée qui me tient à cœur, qui a vu sa naissance dès 2018-19, quand je suis arrivé au centre. Parce que si je fais un petit historique, le premier acte qui avait été proposé au conseil d'administration et à Franck dans des rencontres qu'on pouvait avoir, etc., c'était de créer quelque chose qui à l'époque s'appelait l'Institut de la construction métallique. Et puis il y a eu le Covid, ça a mis tout ça un petit peu en repos et on a relancé avec l'Union, avec l'enveloppe, avec l'ESA, avec le syndicat. On a relancé l'idée au mois d'août l'année dernière. C'est là que l'Institut s'est transformé en maison. Une maison, pourquoi? Pour qu'on puisse se réunir, discuter au sein de quelque chose qui nous protège et pouvoir porter des messages. Parce qu'on a peut-être dit des bêtises ensemble. On a parlé d'objectifs, de porter notre parole. Ce n'est pas un objectif, c'est une raison d'être. La première raison d'être de cette maison, c'est ça, porter la parole de la filière des constructeurs qui utilisent le métal. J'essaie d'éviter le mot constructeur métallique. Je dis bien les acteurs de la construction en métal, défendre et promouvoir notre matériau et nos façons de faire. Ensemble. Ça, c'est le premier jalon. Alors, depuis le mois d'août, d'une idée et d'un rêve assez précis qu'on pouvait avoir, etc., il y a eu un travail de fond de fait avec les interventions de chacun
chacun y a mis son grain de sel, chacun a dit ça, non, 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 il y a mieux à faire, et, machin, etc. Et on est en train de construire ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le résultat d'un travail collectif. Et je pense que ça, c'est une notion qui nous tient à tous à cœur, de la collectivité et du travail ensemble. Et aujourd'hui, eh ben, on vient vous voir pour vous proposer effectivement d'entrer dans cette maison, de travailler pour défendre des intérêts et défendre des intérêts dans un contexte très particulier. Tous, à quelques degrés que ce soit, on est confronté à des changements importants. La transition écologique, la transition environnementale est quelque chose qui nous frappe de plein fouet, avec des questions dont on a du mal à avoir des réponses, parce que d'abord les textes sortent quand ils ont envie de sortir, c'est-à-dire quand c'est déjà trop tard pour qu'on s'adapte, pour faire simple, avec des notions qu'on n'a pas obligatoirement tous dans la tête, qu'on ne gère pas très bien, avec, on le sait tous, une transformation de nos façons de faire, de nos façons de penser, qui est devant nous et qu'il va falloir qu'on assume et qu'on travaille correctement. Et c'est probablement un des objectifs, le premier de cette maison, c'est comment, ensemble, on va répondre à cette question et comment, ensemble, on va travailler pour essayer de rester les meilleurs dans notre domaine. Alors, la première question qui peut se poser, même si j'ai commencé à parler du sujet, c'est avec qui on va faire ça? Avec vous, mais je pense que Jean-Pierre saura mieux le dire que moi. Ah oui. Vous m'entendez? Bon. Oui, bah, le mot, il est dans la raison d'être, la famille. Voilà. Vous savez que la famille, c'est le dernier rempart vis-à-vis de l'adversité. Donc c'est une chose importante. Donc la maison de la construction métallique, c'est aussi le moyen de réunir une famille un peu dispersée, hein, parfois, avec des disputes de cousins, voilà. Et c'est le pour qui, voilà, le qui fonde la famille, ce sont plus que des cousins, ce sont des frères de sang, puisque notre ADN, c'est l'acier, voilà, le plus beau matériau qui ait existé, voilà. Dans 2 ans, l'année prochaine, on fêtera le 160e anniversaire de l'invention de Pierre-Émile Martin. C'est quoi l'histoire là? Qu'est-ce qu'il a inventé, Pierre-Émile Martin? C'est le recyclage de la ferraille, voilà, dans les hauts fourneaux. Il a amélioré la technique allemande, qui était pas mal, mais qui méritait des perfectionnements français. Et donc, voilà, on est dans une famille qui a une culture, hein, un ADN profond. On n'a pas attendu les phénomènes de mode pour faire du développement durable. Et toute la culture qu'on partage, hein, qu'on soit simple artisan, qu'on soit un gros industriel, c'est une culture de la durabilité. Hein, donc ça, c'est important. Et on se réunit dans cette famille. Donc vraiment un enjeu important qui me semble essentiel. Ben voilà, je vois. Unir les voix, rassembler. La maison, ça permet de parler d'une seule voix, ça c'est important. On est plus fort. Hein, on est plus fort quand on défend sa famille, quoi. C'est important. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des problèmes de cousins. Donc, qui va venir aussi dans cette famille? Ben, c'est les cousins. Voilà. On a des membres qu'on appellera peut-être des membres correspondants, actifs, peu importe le nom qu'on va leur donner. C'est une famille qu'on réunit quelque part. Et ça, c'est pour moi l'enjeu le plus important, c'est qui, par qui, pour qui. Voilà. Ça, c'est la fédération de tous nos intérêts. L'autre mot, c'est fédération. Moi, je connais bien le mot fédération, puisque mon pays d'origine, c'est une fédération aujourd'hui, c'est la Belgique. L'union fait la force. Voilà. C'est sa devise. Donc la devise de la famille, c'est l'union fait la force. Notre ADN, c'est l'acier. Puisque tu as répondu à la question qui, Roger va répondre à la question pourquoi. Et nous l'important pour nous, constructeurs métalliques, le syndicat de la construction métallique, c'est de conserver nos parts de marché. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Jusqu'ici, donc, grâce au CTICM,
grâce à la collaboration, à la compétence des ingénieurs, je pense qu'on ne le dira jamais suffisamment, et les personnels du CTICM, on a réussi à acquérir des compétences dans nos bureaux d'études. Vous avez réussi à nous transmettre ces compétences. Et je pense que c'est essentiel pour nous, et ça nous a permis jusqu'ici, sauf peut-être dans ces dernières années, c'était plus difficile, de conserver nos parts de marché. Alors aujourd'hui, nos entreprises sont confrontées à de nouveaux défis majeurs. La baisse de carbonation de nos produits, vous savez, vous connaissez la RE2020, la robotisation de nos unités de fabrication, et puis bientôt l'application de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Les moyens pour relever ces défis, ils sont connus, mais nécessitent l'ouverture de chantiers importants et l'accompagnement, toujours par le CTICM ou par la Maison de la construction métallique, de nos entreprises. Face à ces défis, la profession ne peut rester dans l'immobilisme. Le temps est venu de se regrouper tous les acteurs de notre profession dans une nouvelle entité, la Maison de la construction métallique. Ensemble, nous définirons une politique commune et communiquerons d'une même voix. Cette future MCM va s'inscrire naturellement dans les enjeux économiques et environnementaux auxquels la construction métallique et l'ensemble des acteurs de la filière sont confrontés pour construire le futur. Alors je souhaite bon vent à la MCM. Merci. La maison commence à prendre forme. Je l'ai dit, c'est un travail collectif. Un certain nombre d'idées auxquelles personne n'avait pensé ont mis jour, sont en train de structurer la maison avec des activités, des thèmes qui sont de plus en plus à jour, et la présentation d'aujourd'hui va expliciter tous ces thèmes et vont essayer de vous convaincre qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, alors j'ai souvent entendu, mais ça je le fais, ou ça c'est ton boulot, t'as qu'à le faire. Pourquoi créer une structure de plus, etc. C'est pas créer une structure de plus qui est en train d'être fait, c'est plus que ça. C'est permettre à chacun des membres d'amplifier, d'avoir une plus grande visibilité de chacune de ses actions. Travailler sur, allez, au hasard, le réemploi. Chacun dans son côté, on y bosse. Encore que sur le réemploi, on y bosse déjà un petit peu ensemble. La maison, de ce côté-là, elle a déjà commencé. Mais si on veut avoir du pouvoir, il faut et influer sur ce qui nous attend, il ne faut pas qu'on reste chacun de son côté. Il faut qu'on mutualise nos réflexions, nos communications et nos cibles. Le besoin, il doit être exprimé aussi au sein de la maison pour que chacun puisse entendre. Il y a une chose qui est en train d'arriver, on vous en parlera peut-être tout à l'heure. Lors d'un des premiers comités permanents de cette maison, le comité permanent, c'est l'assemblée, c'est les personnes qui sont à ma gauche, là, hein, où on a réfléchi à comment construire. Une question a été posée sur la question, c'est, dites donc, les fumées de soudure, vous en pensez quoi? Et je vais être honnête, hein, ce jour-là, j'en pensais rien. D'accord? Aujourd'hui, c'est une activité et une réflexion qui est structurante au sein du centre. La mise en commun des informations, la mise en commun des questions permettra à chacun de prendre sa part dans la réponse collective. C'est ça aussi la maison. Je vais finir sur cette présentation. Je vous remercie encore d'être là. Et puis, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Autrement, on passera au stade d'après.
comme il n'y a pas de questions. C'est ça. Avez-vous des questions? Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Philippe. Je vais également demander à Jean-Pierre et à Roger de nous quitter un instant. Et je vais demander du coup à Hervé Lamy et à Manuel Delage de monter et nous rejoindre sur la scène. Donc vous l'aurez compris, le mot d'accueil était vraiment sur la raison d'être, hein, encore une fois, le pourquoi. Il est important de comprendre les motifs qui nous ont poussés à aller vers ce projet. Cette deuxième partie, on la veut plus concrète. L'idée est de vous montrer un résultat d'une concertation collective autour de ce que pourrait être la feuille de route de cette maison de la construction métallique, et en particulier autour de 5 grandes thématiques que vous avez ici. Le développement durable, du coup Philippe a extrêmement bien introduit ce premier sujet, qui semble être effectivement le fil rouge de cette maison de la construction métallique, qui est une thématique extrêmement fédératrice parce que toute la filière y est confrontée. On y retrouve aussi des questions de normes et de réglementation, et qui là aussi influent excessivement sur la filière. Des sujets de compétitivité aussi de la filière. Et puis après, ce sont plus des moyens, mais qui viennent aussi consolider cette filière autour de la valorisation de la communication. Et enfin, des sujets de formation. Ce que je vous propose, c'est de laisser du coup la parole à chacun pour donner quelques mots sur sa vision de chacune de ces thématiques. Et je vais demander en premier lieu à Stéphane de pouvoir, en quelques minutes, nous donner son retour sur le sujet du développement durable et la manière dont ça sera traité au niveau de la maison de la construction métallique. Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis Stéphane Chartier, je dirige l'entreprise Baudou Construction. On est basé en Picardie depuis 1898, mais ce n'est pas à ce sujet-là que je suis là aujourd'hui. En fait, je suis le représentant du groupement ESA. ESA est un réseau de constructeurs métalliques indépendants qui a choisi de se rassembler pour progresser et grandir ensemble. Nous avons accompagné les travaux de la maison de la construction depuis le début, car nous croyons fermement à l'intérêt d'un lieu de rencontre, d'échange et de travail en commun pour toute la filière. Quand le CTCM a pris l'initiative de nous réunir avec tous les acteurs autour de moi, pour recenser les thèmes qu'il nous faudrait travailler ensemble au sein de la maison de la construction métallique, celui qui est ressorti en premier a été la transition écologique. Nous sommes tous conscients que dans les années à venir, notre filière devra faire des efforts considérables pour réduire ses émissions de CO2 et par conséquent l'énergie qu'elle consomme. Il en va de notre avenir et de celui de la planète. La RE 2020 a pointé du doigt la construction métallique et celle en béton comme les plus carbonées et énergivores. Elle a clairement affiché sa préférence pour le bois et les matériaux biosourcés. Nous devons réagir collectivement et rendre notre filière plus vertueuse. Clairement, nous ne manquons pas d'atouts, car l'acier est le seul matériau qui peut se targuer d'être déjà recyclé à plus de 90% et qui participe à une vraie économie circulaire. Nos constructions en fin de vie sont systématiquement recyclées pour être refondues et redevenir des profilés avec lesquels nous bâtissons nos nouveaux ouvrages. Le problème est que ce cycle consomme aujourd'hui trop d'énergie et donc trop de CO2. Le réchauffement climatique n'est plus contestable. Il nous impose clairement de réussir notre transition écologique. Mais comment travailler tous ensemble sur ce thème de la transition écologique au sein de la maison de la construction métallique? Les acteurs de la filière se réuniront au sein de comités techniques pour chercher collectivement des réponses aux questions qui se posent à nous. Comment systématiser l'emploi des aciers bas carbone? Les aciéristes ont déjà commencé à y travailler avec d'importants efforts pour réduire leur impact. Nous devons les soutenir et les accompagner dans ce processus. Chaque acteur de la filière devra prendre sa part à l'effort collectif.
Comment alléger au maximum nos structures acier? Utiliser moins d'acier dans nos constructions, nous faisons ça depuis longtemps. Cet effort d'allègement accompagne pourtant notre filière depuis ses débuts, depuis les réalisations du fameux Gustave Eiffel. Mais nous devrons faire encore mieux. Quelques exemples, avec des aciers plus performants, pour en utiliser une quantité moindre, des PRS, des structures treillis au lieu des profilés massifs, des PAF et profilés minces à froid pour gagner en légèreté, mais attention au CO2. Aujourd'hui, PRS et profilés minces sont issus des hauts fourneaux qui sont en fait très énergivores. Bref, le sujet n'est pas si simple qu'il y paraît. Il mérite qu'on s'y attache tous. Comment développer la mixité des matériaux? Le bois a des atouts en construction, mais il ne peut pas tout faire. L'acier a des caractéristiques qui le rendent incontournable dans bien des situations. Eh bien, il nous faudra trouver comment marier tous les atouts de l'acier avec ceux du bois et des matériaux biosourcés. Le sujet de la mixité est sur la table de notre filière depuis longtemps, mais je peux vous dire qu'il est encore très loin des préoccupations quotidiennes de nos PME. Comment systématiser le réemploi des structures acier? Le recyclage de l'acier est un vrai atout de notre matériau, mais son réemploi est encore plus vertueux. Pourquoi refondre des profilés quand ils sont encore parfaitement réutilisables pour de nouvelles constructions? Pourquoi démolir et recycler des bâtiments alors qu'ils pourraient être désossés et rénovés? Comme pour l'électroménager, le marché de l'occasion et de la réparation finiront par s'imposer, aussi pour nos bâtiments métalliques, j'en suis convaincu. Les bureaux d'études des constructeurs métalliques devront intégrer systématiquement la démontabilité des structures qu'ils conçoivent. L'éco-organisme Valobat est de notre côté pour nous aider dans ce travail, grâce à la collecte des éco-contributions pour la fin de vie des matériaux de construction. Il travaille déjà à la mise en place de plateformes web pour recenser et mettre en valeur la vente d'acier d'occasion disponible et la mise en place de plateformes physiques régionales où stocker et vendre les éléments d'acier d'occasion. Enfin, point important, nos hommes, comment diffuser la formation nécessaire à nos équipes pour réaliser la transformation écologique de la filière? Dans ma PME, par exemple, mes ingénieurs en bureau d'études devront être formés à la démontabilité des structures. Et mes monteurs devront apprendre à devenir aussi des démonteurs. Vous le voyez, les questions sur la table de notre maison commune ne manquent pas. La filière construction métallique doit se retrousser les manches collectivement et nous allons vite aborder ensemble les questions que je viens de lister. Le temps presse, mais chaque thème pourra ouvrir des opportunités pour de nouveaux métiers et de nouveaux marchés. En conclusion, petite phrase que nous disons souvent dans le réseau, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bon travail à la maison de la construction métallique. Merci Stéphane. Avez-vous des questions? Ok, je vous propose de passer du coup à la deuxième thématique. Finalement, Hervé, pourquoi inscrire le sujet normes et réglementations au sein de la maison de la construction métallique? Bien, bonjour à toutes et à tous. Hervé Lamy, donc délégué général de l'Union des métalliers. Je m'excuse par avance, mais comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu enrhumé. Et je m'excuse si je m'exprime mal. Ce n'est pas le Covid, je vous rassure, mais voilà, j'ai un peu de mal à respirer. Pourquoi on a besoin d'une maison commune sur les normes et les réglementations? Sans vous dévoiler les coulisses intimes des travaux qui ont été menés ces derniers mois, dernières années, on a vu que sur deux grands sujets, que sont la RE 2020 et la REP bâtiment, on avait besoin de se parler, d'échanger, de se comprendre. Et parfois pour des choses toutes bêtes. Sur le RE 2020, donc, quand un ministère lance une réglementation, bien souvent il y a une consultation qui est lancée. En tant qu'organisation professionnelle, on est consulté et on est appelé à y contribuer, à commenter. Sur la RE 2020, étant donné les enjeux sur le plan carbone,
on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on ait une position commune pour la filière acier, filière métal. Il nous a mis de l'aluminium était là également. Et tout d'un coup, s'est posé la question, oui, mais qui prend le lead? Comment on se coordonne? Comment on s'organise? Qui gère tout ça? Et là, c'était le grand vide, parce que actuellement, on n'a personne, on n'a pas d'entité qui est en charge de ça. Naturellement, c'est le CTICM qui a pris la main sur ce thème-là, mais à la base, on s'est retrouvé un petit peu tout nu, je dirais, en disant, tiens, il faut qu'on se parle, mais sous quel chapeau, sous quelle structure, qui a la légitimité pour prendre le lead sur ces travaux et essayer d'établir un consensus. La finalité de cette absence, ça a été un retard, ça a été beaucoup de discussions, parfois des échanges un petit peu compliqués parce que tout le monde n'avait pas la même compréhension des enjeux, de la réglementation. Voilà. Finalement, il y a eu un fort consensus entre nous sur ce sujet-là par rapport à ce que nous préparait le ministère, mais ça n'a pas été simple. Et on a vu qu'en parallèle, la filière bois, la filière béton, eux communiquaient, arrivaient à réagir extrêmement rapidement, arrivaient à contribuer extrêmement rapidement auprès du ministère et à avoir une position commune. Nous, on communiquait de manière éparse, les uns et les autres, chacun de son côté, parfois avec des messages légèrement divergents. C'est juste pour illustrer ce besoin d'avoir une structure qui nous rassemble et au sein de laquelle on peut échanger, se coordonner, préparer un certain nombre d'éléments techniques en phase avec des propositions de loi ou de réglementation. Alors l'idée, c'est pas de tous être d'accord. On a dit tout à l'heure que dans une grande famille, il y a des cousins qui s'entendent pas. Voilà, je pense que nous, dans la famille, on aura des cousins qui s'entendront pas. Je ne vais pas citer de nom tout de suite. On va attendre que ce soit créé. On fera une autre réunion dans 1 an ou 2 ans et puis on vous dira. Non, mais déjà de pouvoir se parler, d'avoir une structure organisée au sein de laquelle on se parle régulièrement, au sein de laquelle on essaye de se comprendre, au sein de laquelle on a aussi l'ensemble des échelons de la filière qui sont représentés. C'est ça qui est important. Parce qu'au final, on a tous notre vue d'organisation professionnelle à notre niveau, que ce soit la construction métallique, la métallerie, etc. Mais on a aussi la partie amont, on a aussi des fournisseurs en parallèle, on a aussi la partie aval, et on est tous dans le même bateau. Donc déjà, d'avoir cette structure dans laquelle on essaye de se comprendre et de se parler, c'est essentiel. Le second point, c'est de se coordonner. Essayer de trouver j'aime pas le mot petit, mais le dénominateur commun sur lequel on va pouvoir communiquer et établir une position. Pour moi, c'est ça l'objet de cette maison en lien avec les normes et la réglementation. C'est de trouver ce qui fait consensus au sein de la filière et ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour défendre la base et les éléments principaux de notre filière. Je pense que si on fait ce travail-là, on va tous se retrouver autour des éléments fondamentaux de notre filière. Et c'est ça qu'on va devoir défendre. Tout le reste, c'est de la périphérie et chacun tentera de faire valoir ses arguments. Mais l'important, c'est que la base soit défendue. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, les enjeux, on en a déjà parlé. Je ne vais pas y revenir là-dessus sur les aspects environnementaux, etc. On a déjà parlé de la RE 2020. La RE 2020, c'est le 9. Vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois de tentatives d'intégration de critères carbone dans la rénovation. Ça va être, je pense, un des grands enjeux pour nous demain, d'avoir une méthodologie dans laquelle l'acier a encore son mot à dire en rénovation. Ça va être un point, je pense, important. Philippe a parlé tout à l'heure des fumées de soudage. C'est par exemple aussi un des thèmes sur lesquels on peut établir une position commune. Et là, ce n'est pas uniquement au niveau français, c'est aussi au niveau européen. Donc il va falloir remonter d'un échelon. Il y a plein de choses qui peuvent
qui peuvent être en lien aussi avec tout ce que nous vivons sur le dérèglement climatique. Voilà, c'est peut-être des choses un peu fantasmées pour l'instant, mais peut-être qu'on a des choses à dire sur les problèmes de retrait-gonflement des argiles, par exemple. On a peut-être des choses à faire valoir là-dessus. Donc l'idée, c'est pas non plus d'être uniquement en réaction par rapport à des réglementations et des normes qui nous tomberaient du ciel, c'est aussi d'être force de proposition. On a des atouts à faire valoir, des atouts sur le plan environnemental, sur des atouts en termes de stabilité, sur la partie confort thermique, par exemple. On a des atouts à faire valoir. C'est à nous d'aller les porter. Et pour les porter au niveau des ministères, il faut parler d'une seule voix et montrer que la filière est forte. Donc première chose, c'est quantifier ce que nous représentons et aller porter cette voix-là auprès des ministères. Voilà, j'ai été beaucoup trop long, mais vous avez compris, l'important, c'est d'être ensemble et de définir ce qui nous caractérise pour aller défendre au mieux possible nos enjeux. Merci beaucoup. Et non, le timing a été respecté, Hervé. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Ok, ben je vous propose de passer du coup au troisième sujet. Des besoins ont émergé autour du sujet de la compétitivité de la filière et des nouveaux marchés à traiter là aussi au sein de la maison de la construction métallique. Et du coup, je vais laisser la parole à Valérie Pruder pour nous en dire quelques mots de plus. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, déjà, je voulais préciser que donc, je représente les industriels qui fabriquent de l'enveloppe métallique. Ils font aussi, d'ailleurs, de la structure. Ils font des planchers, et des pannes, des lisses et des solives. Donc, sur ce sujet de compétitivité filière de la filière et de nouveaux marchés, alors, en ce qui concerne les nouveaux marchés, je dirais plutôt... Enfin, je commencerai déjà par les marchés existants. À savoir qu'il y a des marchés pour lesquels, aujourd'hui, la filière a déjà une très belle offre et sur lesquels notre part de marché n'est pas suffisante. Et je pense que la maison de la construction métallique a vraiment un rôle à jouer pour nous aider à prendre des parts de marché. Et je pense notamment, on en a parlé, à tout ce qui concerne la construction mixte. La construction mixte va se développer et clairement, l'acier, c'est le matériau qui se marie le plus facilement avec tous les autres matériaux. On a un rôle à jouer là. Je pense aussi au marché de la rénovation. Alors, en Europe, par exemple, le marché de la rénovation est devenu le premier marché. Il n'y a pas que le neuf. Le marché de la rénovation, c'est le marché numéro 1. En France, je crois qu'il n'est pas encore exactement numéro 1, mais il va le devenir. Et là encore, je pense qu'on a une offre déjà aujourd'hui qui n'est pas suffisamment je dirais, reconnue, donc on doit mieux la valoriser donc à travers la maison. On doit aussi certainement améliorer les performances thermiques, oui c'est vrai, mais aussi techniques, mais en général, de nos produits de rénovation, et la maison va nous aider. Il y a aussi le marché plus classique, je dirais, du non résidentiel, où là aussi, on a certainement des parts de marché à gagner. Nous, par exemple, en enveloppe, on a des solutions qui sont vraiment extrêmement performantes, tant sur le plan esthétique que sur le plan technique. Et je compte sur la maison pour travailler tous ensemble ces sujets-là pour qu'on soit mieux reconnus sur ces marchés. Donc ça, c'est en ce qui concerne ces marchés sur lesquels on peut vraiment donc gagner des parts en travaillant tous ensemble. Et puis, sur l'aspect compétitivité, on en a déjà un petit peu parlé, puisqu'on a parlé des efforts qu'on doit faire en matière de développement durable. Je pense que la compétitivité aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la compétitivité sur le plan des performances techniques, c'est aussi, et ça c'est nouveau, ce sont des exigences supplémentaires, c'est ce qui concerne toute l'éco-circularité. Produits de construction, nous les produits de construction dans le bâtiment, on va être notés. Ça arrive, c'est déjà la responsabilité élargie du producteur. Dès le 1er janvier 2024, on va avoir sur nos produits des bonus et des malus en fonction de critères d'éco-circularité. Il y a aussi toute une série d'organismes publics ou de sociétés privées qui déjà ont démarré
donc des notations à noter les produits de construction. Des privés, je pense que par exemple, je sais pas, Leroy Merlin, des entreprises comme Mano Mano, ça y est, c'est parti. Les produits sont notés en fonction de leur performance en économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qui est durabilité, réemployabilité, réutilisation, utilisation de matériaux renouvelables, gérés durablement, recyclabilité, enfin tous ces sujets-là, nos produits de construction vont être notés. Je sais qu'il y a des organismes publics qui ont déjà mis quelque chose en place et ça a déjà commencé. Il y a des notes qui sont fixées de A jusqu'à E, comme les produits alimentaires. Donc en fait, comme les Nutri-Score en fait. Donc qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est même pas le sujet, c'est le sens de l'histoire. De la même manière, ça nous arrive aussi au niveau européen. Le RPC, c'est prévu dans le RPC, il y aura des critères d'éco-circularité. Donc tout ça, c'est quand même très nouveau. Nous, on a bien sûr des cartes à jouer là-dedans, mais c'est clair que si on travaille tous ensemble ces sujets-là et qu'ensemble, on fixe le socle commun sur lequel tous nos industriels, les fabricants, les constructeurs métalliques pourront s'appuyer pour, après eux, chacun aller plus loin, ça sera une aide vraiment, vraiment importante. Donc là, vraiment, j'en suis convaincue. Voilà. Et ça s'entend que vous êtes convaincus. Merci beaucoup, Valérie. Avez-vous des questions? Oui, on va vous apporter le micro. Oui, ça fonctionne, oui. Voilà. J'avais une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi, au niveau de la compétitivité de la filière, un enjeu sur... parce que vous avez parlé un petit peu de produits, mais justement, en fait, par exemple... Alors, moi, je représente un éditeur de logiciels, de la conception, le calcul et la fabrication. Et c'est vrai qu'on est dans les outils, on manipule des outils de base, enfin des objets de base, des éléments filaires, des éléments thoraciques, etc., et pas vraiment des produits. C'est-à-dire quel type de poutre on va manipuler, en fait les produits au sens produits industriels. Donc est-ce qu'il y a un enjeu également à ce niveau-là de tous les acteurs de gestion d'un projet, de vraiment travailler avec le produit de la conception jusqu'à la fabrication? Alors, je dirais que oui. Oui. Oui, il y a un enjeu, bien évidemment. Il faut démarrer votre conception en travaillant immédiatement sur les produits, même si vous pouvez commencer à travailler sur des produits génériques, avec des performances génériques, pour ensuite aller plus loin et au bout de course, choisir un produit en particulier. Oui, c'est ça. Oui. Mais du coup, essayer de le choisir le plus en amont possible de la conception. Alors, c'est pas si facile parfois, je pense, parce que, à mon sens, le démarrage, je pense que quand même le démarrage, il doit se faire à partir de produits génériques. Il y a beaucoup de données sur les produits génériques en environnement. Vous avez notamment les FDES, vous avez vraiment des éléments de base, des milliers de données grâce aux FDES sur des produits génériques pour les collectifs. Il y a beaucoup de collectifs dans la base de données. Et je pense que ça doit rester quand même la base de départ qui va vous orienter vers ensuite le produit spécifique. Je pense qu'il faut être clair, y compris au niveau du calcul de la conception des ouvrages et des outils de conception des ouvrages. On va avoir aussi à modifier notre façon de penser et notre façon de concevoir. On disait tout à l'heure, on va apprendre à monter et à démonter un bâtiment. Oui, mais on va aussi apprendre à le concevoir pour qu'il soit démontable. Et vos outils, ils devront permettre à chaque élément, à peu près toute la palette qui est sur l'estrade, à chacun de pouvoir participer à la réponse finale de l'ouvrage. Donc il faudra que les outils, et un des rôles de la maison sera de vous aider et de vous dire voilà ce qu'on veut, voilà ce dont on a besoin. J'ai eu cette réponse-là dans une assemblée en région où on me disait « mais ça, on ne sait pas faire ». Et je me suis retourné en disant « c'est simple, vous ne savez pas faire ? Très bien, on prend note
Et on va mettre en place les personnes, les membres de la maison de la construction métallique qui seront capables d'inventer une réponse à ce besoin qui est indispensable, vital pour la profession. Donc, effectivement, au niveau même de la conception, au niveau des outils de calcul, au niveau des outils de création, il faudra qu'on dise et que les gens qui travaillent sur ces outils viennent avec nous pour adapter aux besoins communs de tout le monde, parce que la réponse, elle ne sera pas... C'est pas le constructeur métallique avec sa structure qui répondra tout seul au respect de telle ou telle injonction réglementaire. C'est un ensemble. C'est l'enveloppe plus la structure, plus le métal, etc. Et chaque brique devra répondre ensemble, et il faudra, et c'est le rôle de la maison, il faudra coordonner tout ça et donner des objectifs. Merci. David Piantino pour Société Profilage Ouest. Pour compléter votre question, il y a un élément qui est important aujourd'hui qui s'appelle le BIM. Et contrairement à ce qu'on pense, nos objets BIMés, notamment pour l'enveloppe métallique du bâtiment, ne sont pas que l'objet qu'on va intégrer dans un plan. Dans un fichier BIM, on traîne aussi tout l'ADN du produit, ses performances, ses référentiels, ses couleurs et tout ce qui peut graviter autour de ce produit. Donc dès la conception, quand on fait une maison ou bien un bâtiment en conception numérique, on a déjà beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments pour travailler sur des vraies solutions. Et je trouve que le BIM ne s'est pas assez développé dans la partie métallique. Il y a un peu de téléchargement, mais ce n'est pas encore au point par rapport à ce qu'on pouvait y attendre. Sur le site de l'enveloppe métallique, on a des solutions et tous ces éléments sont donnés avec, et donc toutes les performances. On a au moins une 60aine d'objets, Valérie va me compléter, à télécharger, et c'est plus que des objets, c'est vraiment des parois, des parements, des morceaux de couverture très très bien renseignés pour pouvoir aider les gens à trouver des solutions. Merci. Nous avons une autre question. Merci. Dans le mot compétitivité, on a depuis la RE 2020 un paramètre complémentaire qui est intervenu, qui est celui bien évidemment de l'environnement, où je rappelle il y a quand même 26 indicateurs, même si on parle que celui des gaz à effet de serre. Ce paramètre complémentaire dans la compétitivité, au-delà de la performance technique ou économique, génère chez nous des paradoxes dans notre filière acier. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, et j'attends même une bonne réponse de la part de la maison, même si aujourd'hui on ne l'a pas, mais en tout cas je lève la question, c'est de se dire certains niveaux de performance vont changer par rapport à ce que l'on a connu. Je prends l'exemple typique, et tu le connais bien, des empannages de bâtiments industriels, où il y a 20 ans, on est passé de la poutrelle métallique à l'empannage en produit plat pour des performances technico-économiques. Le paramètre environnemental qui rentre là-dedans, et le jour où on va mettre la RE 2020 dans les bâtiments industriels, et on y arrivera, va inverser la tendance et remettre en avant les poutrelles de construction par rapport aux empannages en profil plat. Donc les 80% de parts de marché qui ont changé d'un profil issu du four électrique à la fonte va rechanger dans l'autre sens, donc ce qui va redéstabiliser l'économie de production dans la filière acier. Comment la maison peut arriver à endiguer ou accompagner un tel phénomène? C'est à moi ?
Oui, faut nous laisser un peu de temps quand même pour réfléchir. On a 2 heures. Mais c'est vraiment, mais ce qui est intéressant, c'est que ça illustre vraiment très bien le type de sujets sur lesquels on va travailler. Tous ensemble dans la maison. C'est un très bel exemple. Hein. Je dirais même que c'est exactement l'exemple de la question qu'il faudra qu'on se pose collectivement. On n'a pas des réponses à tout aujourd'hui, hein. Bien évidemment, ça serait trop simple. Et puis, ça veut dire que le jour où on aura des réponses à tout, il sera temps que je parte en stress. Ce qui est intéressant, c'est les questions. Et ça fait partie des questions qu'il faudra qu'on mette sur la table. Et honnêtement, c'est là où on a besoin d'être tous ensemble. Parce que c'est la multiplication de ces questions qui permettront d'échanger et de trouver des réponses. C'est une question compliquée parce que est-ce que le scénario que tu décris, que tu présentes comme inéluctable en disant on va quitter le produit plat pour retourner au profil, est-ce que c'est un scénario aussi inéluctable que ça? Quelles sont les options qu'on a sur la table? Pour ça, c'est une vraie question, ça aussi. La réponse, elle n'est pas simple. Mais en tout cas, ce qui est important, aujourd'hui, ce n'est pas la réponse parce que si je l'avais, ça serait merveilleux, mais c'est que la question, elle apparaisse. Et qu'elle apparaisse non pas dans un coin chez moi ou je ne sais pas qui, mais qu'elle apparaisse de façon transverse pour tous les acteurs, parce que je pense que l'enveloppe a une position, a une réponse à des contraintes et des problématiques. Les constructeurs métalliques en ont aussi. Elles sont peut-être pas les mêmes, pas obligatoirement divergentes d'ailleurs, pas obligatoirement convergentes non plus. Il faut qu'on s'explique, qu'on se dise et comment on fait et comment on peut comprendre ensemble la problématique pour y répondre dans l'intérêt supérieur de tous. Merci pour le complément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, des questions auxquelles on peut répondre. Notez pour les premiers comités de réflexion qui auront lieu au sein de la maison de la construction métallique. Ok, je vous propose de passer du coup au sujet suivant. On en a parlé, donc communication, valorisation, sujet plus global, transversal, mais là aussi des besoins ont été exprimés et je vais laisser la parole du coup à Emmanuel pour nous en dire là aussi quelques mots de plus. Merci de me passer la parole sur effectivement un des enjeux majeurs de cette maison de la construction métallique, c'est qui va être de faire connaître et de faire savoir, je dirais, tout ce qui est déjà fait au sein je dirais, des différents membres fondateurs. Et c'est pour ça que notre stratégie de communication, au travers de la maison de la construction métallique, sera de définir et de coordonner les actions de communication nécessaires pour valoriser les atouts connus et puis aussi les atouts mal connus des différents métaux avec lesquels nous travaillons et de leur emploi dans un environnement, ça a été dit, qui sera de plus en plus mixte de manière inéluctable en association avec des matériaux comme le bois et le béton. Ces actions seront bien sûr déployées par les membres fondateurs, mais elles seront aussi relayées par des partenaires, au titre desquels je peux citer Construire Acier, qui interviendra et qui aura pour mission de valoriser les atouts de la filière auprès des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, mais aussi, je peux citer l'APK pour relayer, je dirais, les qualités de notre filière auprès de l'enseignement technique et supérieur, de manière à attirer de la compétence dans nos entreprises. Les premières idées qui ont été identifiées comme action
de communication et de valorisation, c'est vraisemblablement de participer au projet Archifolie, hein, qui se mettra en œuvre pour les JO 2024, et c'est de mettre en place un outil de vitrine technologique qui sera un moyen aussi pour la profession d'assurer une forme de veille qui sera bénéfique à l'ensemble des membres de la maison de la construction métallique. On espère d'ailleurs que les partenaires que je viens de citer, hein, Construire Acier et APK, deviendront des membres actifs de la maison de la construction métallique. On recrute. Et puis enfin, ça a été déjà dit, hein, mais je vais le redire, on est dans un environnement qui est très évolutif. Hein. On cite l'ARE 2020, on cite l'AREP PMCB, et on a déjà un certain nombre de membres de la construction, de la maison de la construction métallique qui sont très investis, soit au sein de Valobat, soit qui participent à la structuration, hein, d'une approche véritablement professionnelle pour guider nos entreprises dans le monde et dans l'univers du réemploi, hein, dans lequel on va forcément devoir s'investir pour offrir des solutions qui permettront d'avoir la construction métallique avec le plus bas niveau carbone possible. Voilà un petit peu les enjeux, je pense, qu'on peut se fixer en termes de feuille de route pour communiquer et valoriser l'ensemble, je dirais, des initiatives qui seront prises par la maison de la construction métallique dans les jours ou les semaines ou les mois à venir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Avez-vous des questions ? Ok, eh ben, sans surprise, du coup, je laisse la parole à Franck sur le dernier sujet, et non pas le moindre, sur la formation et les enjeux de compétences autour de la filière. Oui, merci. Ça marche, oui. Ça marche très bien. Oui, donc Roger et Stéphane, vous avez évoqué les parts de marché, hein, qui sont un des objets de cette maison de construction, parce qu'il est important, on est menacé. Et pour moi, il y a un deuxième pilier qui est fondamental, ce sont des compétences. Quand on voit nos entreprises, pour beaucoup, c'est le manque de recrutement et c'est comment faire pour attirer dans notre filière. Donc pour moi, la maison a tout son sens dans ce domaine-là, pour 3 raisons. La première, déjà, on n'a pas forcément un état des lieux précis de toutes les formations que l'on peut faire, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Je parlerai par exemple des formations continues. On a tous des CQP. Je vais parler des métalliers. On a un CQP chef d'atelier, un CQP dessinateur, un CQP serrurerie de ville, chef d'atelier. Et tout ça, vous savez que les CQP, on est menacés aujourd'hui par France Compétences et par l'État qui veut qu'on ait beaucoup d'inscrits et voilà, avec des regroupements. Donc voilà, on pourrait chacun mettre en commun et on pourrait attirer et former nos jeunes dans ce domaine-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important de faire cet état des lieux, de le faire connaître et de pouvoir partager. Et voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on l'a longuement évoqué, c'est tous les nouveaux métiers. Alors quand je dis nouveaux métiers, ce n'est pas des nouveaux métiers, mais il va falloir faire. Comment faire des modules de démontage, on a vu que c'était hyper important. Comment concevoir nos ouvrages, nos garde-corps qui puissent être réutilisables. Donc tout ça, ce sont des nouveaux métiers, hein, pour nos compagnons. On a également, on en a parlé beaucoup sur le cycle de vie. Forcément, il va falloir qu'on monte en compétence à ce niveau-là. Parce que demain, je pense, quand on va montrer un projet, il faudra tout de suite donner cette notion environnementale. On a, Roger en a un peu parlé, il y a l'IA, hein, qui est déjà là, il y a tout le numérique. On a parlé du BIM, on sait que le site ICM a des formations à ce niveau-là. Donc il va falloir également qu'on travaille ensemble et qu'on fasse des modules sur ces choses-là. Et je pense que si on le fait chacun de notre côté, on aura du mal à remplir ces formations. Donc là, on a vraiment un travail de fond à faire. Je vais même risquer le mot, mais on fait également une sur la mixité. Parce que je pense que Valérie l'a dit, que la mixité, l'acier est vraiment le matériau exemplaire pour la mixité. Donc il va falloir également qu'on réfléchisse et qu'on ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe à côté. Donc tout ça va demander des formations à mettre en place, des modules. On va devoir travailler là-dessus de manière très forte. Et puis le troisième point qui est fondamental, je vais commencer un peu mes propos par ce point-là, c'est l'attractivité des jeunes. Il faut à tout prix qu'on change notre image.
Il y a des moyens pour ça. L'Union des métalliers, on est beaucoup investi dans les MOF, le concours des MOF. On pense à l'Union des métalliers que c'est par l'excellence, c'est un peu comme dans le sport, c'est par l'excellence qu'on va pouvoir montrer des coups de projecteur. Donc on a également sur les Olympiades des métiers, les WorldSkills, on s'est investi et on a ramené une médaille, alors que c'est les Asiatiques qui raflaient tout, on a ramené une médaille des États-Unis. Donc voilà, en commun, je pense qu'on a tous vraiment quelque chose à faire pour attirer nos métiers, pour donner aux jeunes de nous rejoindre. Voilà ce que je voulais dire sur les formations et compétences. Et puis, très heureux de voir la naissance de cette maison, parce que je pense qu'elle est indispensable pour toute la filière. Merci. Merci Franck. Avez-vous des questions? Ouais, on va vous apporter le micro. J'attendais le dernier intervenant. Je suis Yann Meyer de Metal Flash. Une maison, ça a une adresse. Vous êtes logé où? Et qui est le patron de la maison? Qui est l'interlocuteur phare? C'est multitête et une maison virtuelle ou est-ce qu'il y a des murs? C'est une transition incroyable qu'on pourrait croire préparée, mais pas du tout. C'est donc la troisième partie qu'on va aborder juste après. J'ai juste une chance peut-être à ceux qui avaient des questions sur les thématiques, et puis juste après on répond à votre question. Oui, bonjour à tous, je suis Bruno Jacquemin, je suis le délégué de la fédération A3M, la fédération de la mine et de la métallurgie et de la sidérurgie française. Donc moi je suis très heureux de voir des gens qui veulent augmenter leur part de marché. Non, plus sérieusement, je partage absolument tous les constats qui ont été faits aujourd'hui et je suis très heureux d'être là. Je pense que la 3M sera membre actif de la maison. Pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, je suis arrivé chez A3M il y a 2 ans et demi et j'ai vécu ce qu'Hervé racontait tout à l'heure, c'est-à-dire l'espèce de relative complexité chronophage pour élaborer collectivement des positions sur la REP PMCB et sur la RE 2020, alors qu'on avait effectivement des petits camarades, partenaires et néanmoins challengers qui avaient manifestement des arguments différents des nôtres. Ce que je constate aussi en écoutant collectivement les prises de parole depuis tout à l'heure, c'est que, et je vais être un peu taquin, mais il va falloir améliorer la culture collective de la métallurgie chez vous. Hein, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels il faut des up-to-date, à mon avis, aujourd'hui. Hein. Et ça, au moment où je vous taquine là-dessus, je me renvoie la balle en disant que c'est sans doute mon boulot, en tant que représentant des fournisseurs, de vous apporter ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que ma place dans la maison, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui, notre filière métallurgie en particulier, n'a vraiment pas à rougir sur ce qu'on est en train de faire dans la décarbonation. Vous avez entendu hier le ministre de l'Industrie réunir les 50 sites les plus émetteurs. Franchement, quand on voit ce qu'on fait, nous, et là où en sont les autres, on n'a franchement pas à rougir. Donc, arrêtons aussi de nous flageller et de considérer que notre industrie est en retard. On a une industrie qui a pris le taureau par les cornes sur la décarbonation, qui est en train de faire des transformations de process et des transformations de mix énergétique considérables. Ça fait quand même 4000 ans qu'on fait de l'acier, enfin 3000 ans qu'on fait de l'acier avec du charbon transformé en coque. Demain, on en fera avec de l'hydrogène et c'est parti. Bon, donc il y a un enjeu assez considérable qui est en train de se mettre en place. Je pense que ça peut être extrêmement enthousiasmant à expliquer à nos clients, à nos partenaires, aux jeunes qu'on veut attirer dans nos métiers. Il y a plein d'innovations sur le sujet. Donc, encore une fois, je ne peux que, moi, à titre, en tant que fédération de la mine et de la métallurgie et de la sidérurgie, je ne peux que me féliciter de cette initiative et je m'engage à y apporter tout mon concours. Je dirais juste 2 points qui me semblent essentiels, en tout cas dans les priorités que moi je vois en termes, vu de ma fenêtre, si j'ose dire. La première, c'est la traçabilité, parce que les enjeux de traçabilité, ça a été évoqué avec effectivement les différentes bases de données sur lesquelles on travaille et sur lesquelles vous allez avoir demain des demandes de plus en plus fréquentes de la part de vos chaînes de valeur aval pour renseigner non seulement les données techniques, mais aussi les données environnementales, les données carbone et autres données ESG qui ne vont pas manquer de paraître et de figurer en bonne place dans ces sujets-là. Donc, à un moment donné, réfléchissons effectivement à regarder comment on travaille ensemble pour améliorer la gouvernance des mécanismes de traçabilité. C'est complexe. Et pour nous, en tant que je veux dire, fournisseur d'un nombre assez important de filières, on fournit évidemment la construction qui représente à peu près 40% de nos débouchés. C'est quand même pas rien. C'est la première en volume.
On fournit aussi l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et l'énergie, etc., etc. Donc on a aussi un enjeu à un moment donné d'optimiser, de simplifier ces outils et ces dispositifs de traçabilité. Et j'en viens à un point qui est quelque part, alors c'est pas très sexy, mais si on s'y colle pas, on n'y arrivera pas. C'est aussi à un moment donné avoir un vrai travail sur la gestion de la data. La gestion de la donnée, comment on organise le partage d'informations, comment on arrive à collecter de manière intelligente, en respectant l'anonymat d'un certain nombre de données pour éviter les problèmes de concurrence, etc. Mais il va falloir qu'on se dote d'outils là-dessus. C'est des investissements en temps, ce n'est pas forcément des investissements en argent très importants, parce que derrière l'économie qu'on fait quand on maîtrise bien sa donnée, qu'on l'exploite bien, et la crédibilité qu'on gagne par rapport à ça est importante. Juste une info, hein, ma fédération est une des dernières fédérations qui a une convention avec l'INSEE, et les chiffres de production de l'acier que vous avez en France, c'est nous qui les produisons. On est une des dernières fédérations à faire ça. Donc on a un petit capital confiance vis-à-vis des acteurs qui collectent la data qui n'est pas inintéressant à exploiter. Voilà, je voulais juste terminer par ça. Et merci beaucoup. A-t-on d'autres questions? Ou même au-delà de ces 5 sujets, hein, s'il y a d'autres questions en termes de thématique, de positionnement. Ok, bah, en tout cas, au travers de cette question et puis des autres, on le voit bien en fait. Hein, on a des orientations aujourd'hui, des grandes orientations autour de la maison. Après, la feuille de route, bah, elle reste encore à faire vivre dans le temps pour s'adapter et effectivement positionner les bons sujets. Et ça, c'est clairement un enjeu collectif à enrichir. Et c'est pourquoi l'objectif de cette maison est bien d'être ouvert au maximum sur l'ensemble de la filière et des acteurs qui y gravitent. Je vais vous remercier du coup tous les 5 pour ces éléments, pour vos convictions, pour vos constats. Merci beaucoup. On a une question tout à l'heure, effectivement, qui était de se dire, mais finalement, comment est-ce que tout ça va bien pouvoir fonctionner? Comme tout bon projet, en fait, on a toujours un chef d'orchestre derrière tout ça, un assembleur, un métronome même. Et du coup, je vais vous demander d'accueillir le responsable du projet, qui est Nicolas Pouvreau. À qui je vais laisser la parole pour nous en dire un peu plus sur le comment et comment tout ça va fonctionner. Bon, désolé, j'ai pris mon petit papier pour essayer de rien oublier. Et puis parce que j'ai pris aussi un peu de notes. Pour ceux qui me connaissent, je suis plus à l'aise sur mon vélo ou dans l'eau que sur la Seine. Par contre, on me surnomme le finisher. C'est-à-dire que j'abandonne jamais, hein, quel que soit le challenge ou la durée. Je vais au bout, donc le projet ira au bout. Donc bienvenue à tous à notre belle demeure, dénommée la Maison de la Construction Métallique. Vous venez de découvrir les membres fondateurs, dont je remercie vivement, donc le syndicat de la construction métallique, l'Union des métalliers, l'enveloppe métallique des bâtiments, le groupement ELSA et le CTICM, qui vont constituer ce qu'on appelle le comité permanent. Donc le noyau dur de la famille. Pour ma part, je vais faire office du petit frère. La famille chargée de nous rassembler autour d'un même projet très ambitieux. Maintenant, je dois impulser ces dynamiques en allant chercher nos cousines et nos cousins de la profession, dont vous représentez en partie. Et j'espère que vous serez nos futurs membres actifs ou membres correspondants. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je reprends vite quand même le slogan de la maison. Une maison pour unir la famille des acteurs de la construction en métal, mais pas uniquement, il y a la mixité, pour défendre et promouvoir les intérêts de la filière. Rassembler et unir les voix des acteurs et partenaires de la filière, de la construction métallique, de la métallerie, de la serrurerie et de l'enveloppe métallique du bâtiment, afin de répondre
aux grands enjeux et transformations à venir. Ça fonctionne. Voilà l'objectif de cette organisation associative. Est constituée des membres fondateurs, des membres actifs et des membres correspondants. Chacun devra apporter sa contribution, les ressources. Alors ça reste à définir. Et on ne va pas se fâcher dès le premier jour. Comment on est arrivé là? Une petite vue rétrospective. Un projet préparé depuis septembre 2022 nous permet aujourd'hui de définir une feuille de route qu'on vous présente avec nos ambitions. L'idée, à l'issue de cette rencontre, c'est de valider les objectifs et ensuite les finaliser avec le dépôt des statuts et règlements intérieurs en mai 2023. Donc c'est demain. Je ne me suis pas trompé d'année. C'est l'objectif que m'a donné le comité permanent. Nous avons plusieurs scénarios sur la gouvernance, le juridique et le modèle économique. Donc il nous reste du travail, mais pour ça, on avait besoin de cette étape pour vous consulter, pour avoir vos ressentis. Donc on a encore besoin de vos ressentis, donc j'espère qu'il y aura des questions un petit peu à la fin. On aura l'occasion de vous la donner à nouveau. Ouais. D'ailleurs, c'est Philippe Ostellari qui doit finir, donc n'hésitez pas à lui poser des questions pièges tout à l'heure. Vous avez un petit peu le temps pour les préparer. Dépôt des statuts, juin 2023. Si on voit un petit peu l'avenir, c'est passé, oui. Hein, c'est bon. Démarrage prévu septembre 2023 avec notre première assemblée générale. Dès octobre 2023, la mise en place des premiers comités thématiques dont les sujets ont été abordés par les membres fondateurs. Et donc c'est là qu'on va vous solliciter. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de vos contributions, je ne parlais pas évidemment financier, ou en tout cas pas que, c'était aussi la partie ressources. Donc vous serez sollicités et invités à participer à ces comités. Donc on vous a rappelé les grands thèmes en haut. Et ben, je crois que j'ai fini ma feuille, vous voyez, c'est passé tout seul. En fin de compte, je serais bien resté plus longtemps avec vous. Bon, ben, vous pouvez me poser des questions, mais je vous dis gardez les uns pour Philippe et les autres membres fondateurs. Et puis, je vous remercie vivement de votre présence. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette maison, parce que je sais que vous avez été nombreux à nous solliciter, à vouloir venir. Donc, on aurait pu être beaucoup plus sans ces grèves, mais c'est pas grave, parce que voilà, on sait que vous étiez beaucoup, et puis vous aurez l'occasion tous de pouvoir visionner tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec nos équipes de la régie. Donc rassurez-vous, vous aurez l'occasion de pouvoir réentendre ce qui s'est passé. À l'issue des questions que vous allez me poser ou pas, je laisserai la place à Christine qui va nous faire découvrir une surprise. Hein, Christine. Voilà. Si vous avez des questions. Je crains le pire avec Pascal. Bonjour, Pascal Bonneau, je suis délégué général de Construire Acier. Donc on a été sollicité, et j'en suis fort aise. Alors j'ai pas eu la réponse, mais peut-être qu'il n'y a pas encore de réponse. Mais sachant que dans l'univers de la filière construction acier, nous avons donc des partenaires communs. Si la maison demande des financements complémentaires,
est-ce que construire ainsi risque pas de se retrouver amputé d'une partie de ses budgets pour pouvoir financer la maison? C'est purement pragmatique, mais peut-être qu'il n'y a pas encore de réponse. Et la deuxième, c'est pareil, il y a des travaux qui sont prévus au niveau de la maison et qui existent déjà. Est-ce qu'on fait des mutations? On va pas tout faire en double? Non, mais globalement, la maison va vous donner des éléments, des ressources, et surtout pas vous en prendre. Et financièrement, c'est la même chose. La maison est là pour vous apporter des aides et des financements, et surtout pas pour vous en prendre. Donc, on est en train de travailler, mais ça, c'est des travaux qui vont venir, mais avec l'équipe, enfin, en tout cas, avec le comité permanent, on est en train de traiter ces sujets, mais je peux vous répondre d'une façon positive. On va plutôt vous apporter des choses, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit des ressources financières, mais en contrepartie, il faudra participer. Merci. Je reprendrai sur cette notion de groupe de travail qui peut exister ici et là. Il y en a chez toi, Pascal, il y en a au centre avec je pense en particulier sur les projets qu'on développe actuellement sur le réemploi avec l'enveloppe métallique et l'union des métalliers. Il y a des travaux qui se font un peu partout. Il n'est pas question de refaire 2 fois la même chose. Ce qui est fait quelque part est très bien fait en général, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire. Par contre, il est question de travailler avec, de s'approprier pour amplifier, ouvrir peut-être certains sujets, et puis aider chacun après à emmener ça dans ses propres fédérations ou dans ses propres objectifs. Qu'est-ce que l'on fait en développement durable globalement, et qu'est-ce que moi, CTICM, j'en retire pour mes ressortissants, et qu'est-ce que Valérie en retire pour ses adhérents? C'est ça qui est important sur un certain nombre de sujets qui nous concernent tous, c'est de travailler ensemble pour élargir notre vision et notre façon de faire, et après pour que chacun profite dans l'intérêt de tous. Plus de questions. Non, ben, donc je vais passer la main à Christine. Je voulais... Comment? Merci. Oui, moi j'ai une question. On peut revenir sur la diapo d'avant, s'il te plaît? Comment? Tu peux revenir sur la diapo d'avant? Moi, je suis enseignant-chercheur et j'ai toujours associé la recherche à la formation, et je trouve que ça manque là. Alors, tout le monde sait que le CTICM est un chercheur. Enfin, on fait de la recherche au CTICM et elle est très bien, et j'ai rien à dire contre ça. Mais en France, on oublie toujours qu'il y a les universités qui aussi travaillent. Je pense à Clermont, qui a fait un séminaire il n'y a pas très longtemps sur le réemploi des matériaux. Je pense à Nice, à Nancy, j'y étais hier avec Abdelkhelil, qui lui aussi travaille beaucoup sur ce genre d'aspect. On oublie toujours d'associer l'université française à ce genre d'activité. À l'étranger, partout en Europe, c'est naturel. Chez nous, ça ne l'est jamais parce qu'on s'est toujours appuyé sur des labos privés ou enfin, type CEBTP et autres dans le passé. Et je pense que c'est vraiment une lacune et je pense qu'il faudrait absolument associer formation et recherche. Oui. Mais en sachant, Jean-Pierre, quand même que vous étiez tous invités à cette journée pour justement pouvoir participer et contribuer justement à ça. Donc si je ne l'ai pas noté, c'est justement que j'attendais de votre présence pour me le souligner. Donc c'est noté. Oui, puis on changera simplement ton emploi du conditionnel en comptant le « il faut ». Ouais. Il y a une C'est déjà en cours, oui. Sur plein de sujets, ils sont déjà là. Hein. Ils sont partout. Hein. Les écoles qui font de la recherche. Donc c'est déjà prévu dans ce qu'on a imaginé. Voilà. Ils sont dans les 5 thèmes et c'est déjà imaginé dans le scope des membres actifs ou membres correspondants. On a déjà identifié les écoles, les universités avec lesquelles on souhaite travailler. C'est déjà fait. Une dernière question. Bonjour, Alain Wen, Société Métal Déployé. Alors, ma question est simple.
quel est l'intérêt pour ma société aujourd'hui de rejoindre la maison de la construction métallique? Être ensemble, porter une seule voix. Merci. C'est l'intérêt de chacun qui est en jeu ici. Non, mais je comprends bien la question et je crois que c'est important. C'est l'intérêt de chacun de faire porter sa voix, de faire comprendre qui il est et pourquoi il peut avoir telle ou telle position, pour que collectivement on puisse répondre dans l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous l'avez entendu, Valérie a été très claire, c'est des opportunités de développement en commun. La maison doit nous apporter à tous du plus. C'est pas du moins, c'est du plus. Donc, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où on échange et un lieu où on trouve des opportunités. Bon, je voulais juste finir en voulant quand même remercier et féliciter l'équipe Weston qui nous accompagne et leur dire qu'ils font partie aussi de la famille. Voilà. Merci Nicolas. Hop. Merci beaucoup Nicolas. Peut-être on appuie sur le planning avant de passer à la dernière étape. Juste pour rappel, la première assemblée générale de ce type de structure et même la mise en place des premiers comités thématiques, on est vraiment dans la recherche des règles de fonctionnement, la manière dont on veut travailler ensemble, dont on veut travailler avec l'écosystème, du positionnement cible. Le message que j'essaie juste de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on donne les grands principes directeurs, mais que le reste est devant nous, en fait, et que le travail collectif démarre réellement, effectivement, à partir du mois de juin. Alors, une maison, c'est, on l'a vu, un positionnement, c'est aussi des valeurs, et ces valeurs, on a essayé de les retraduire dans une identité visuelle. Et pour parler de cette identité visuelle, du coup, je vais... Pardon. Pardon. Et donc, pour parler de ce logo, j'accueille la déléguée générale du SCMF, Christine Lenouy. Je vais me faire remarquer parce que je vais prendre un micro puis je vais parler debout. Il faut bien. Après tous ces exposés présentant les grandes orientations de ce grand projet qu'est la Maison de la Construction Métallique, moi j'ai la vocation à vous présenter quelque chose de plus détendant, j'espère, qui est la nécessité pour ce projet de trouver une identité qui nous soit commune, une identité qui soit un symbole qui va être simple, qui va reprendre un petit peu les grands enjeux qui se posent devant nous, qui sont notamment la transition écologique, de façon à de pouvoir porter à travers ce logo des données environnementales, écologiques, et puis de mettre en scène eh bien, ce matériau qui nous est cher, qui est l'acier, à travers sa durabilité, sa protection de la construction, sa protection de l'environnement. Et donc, je vous propose de découvrir cette image, cette identité qui est celle-ci. Donc, vous pouvez voir que là, on met en scène à la fois l'acier à travers, on va dire, ces deux lames d'acier qui représentent un peu une canopée qui va protéger la construction, protéger les individus, puis protéger aussi l'environnement. Et je vous propose bien de découvrir, de vous identifier à ce logo qui sera porté à travers toutes les actions, tous les projets, toutes les recherches, toutes les formations qui seront menées par cette grande maison de la construction métallique. Donc je crois que maintenant on a les objectifs, on a les orientations, on a l'image, tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de ce grand projet une très belle réussite. Merci Christine. Avez-vous des questions sur le logo, le choix de l'identité visuelle de la MCM? On dirait un arbre, oui. Non, ma première impression, bon, je l'avais déjà vu avant, j'ai eu un scoop, mais il y a quand même un caractère végétal assumé.
est-ce qu'on peut trouver l'explication? C'est vert et il y a des feuilles. J'aimerais comprendre. Moi, j'ai l'impression que vous faites concurrence avec 20 ans de retard à la filière bois. Bon, là, c'est ma façon de voir les donc, choses. déjà, je pourrais vous parler très Christine, facilement vous de la étiez dans la filière bois, vous y puisque j'ai étiez. travaillé 8 ans au Comité national pour le développement du bois. Donc, je vous assure que ce logo n'est pas un copier-coller de la filière bois que aujourd'hui j'ai un peu effacé de ma mémoire, même si elle reste un petit peu présente quand même. Pourquoi? Alors, vous avez dans ce logo l'acier qui vient protéger, qui vient comme un élément indissociable de la construction pour pouvoir vivre en bonne harmonie dans son logement et dans l'environnement. Je pense que tout le monde peut concevoir que lorsqu'on parle d'environnement, on voit plutôt du vert. Bon, ça, c'est pas très original, hein. Et puis, ces petites feuilles qu'on peut prendre pour des feuilles stylisées, je suis sûre que justement tout à l'heure, Métal Déployé pourrait très bien nous faire une petite résille de la même manière. Après, c'est la maison. Et vraiment, ce qui compte, je pense, et peut-être qu'on pourrait renforcer en couleur ou autre, c'est ces deux plaques d'acier qui sont de part et d'autre, qui viennent englober l'ensemble. Donc je pense que là, on a l'environnement, on a l'acier, on a cette transition écologique qui est devant nous, et il me semble que ça répond aux interrogations. Et puis l'important, c'est quand même que ça s'appelle la maison de la construction métallique. Je voulais juste ajouter une chose. On tient à ce que les arbres restent sur pied avec leurs feuilles, contrairement à la filière bois. Merci Christine. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'est stable? Le temps nous le dira. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Tout à l'heure, Nicolas a utilisé le terme MCM pour Maison de la Construction Métallique. Je crois qu'il ne faut surtout pas faire ça, parce que là, on va complètement perdre l'identité de la construction métallique si on déviait sur MCM. Je crois qu'il faut absolument écrire en entier Maison de la Construction Métallique. Oui. Et ne pas perdre cette notion-là, parce que là, on va déraper sur des choses qu'on ne maîtrisera plus, et c'est vrai que c'est quand même très, très végétal, hein. Donc qu'on fasse bien attention à écrire Maison de la Construction Métallique. Ok. D'autres éléments? Sur la question de l'adresse, est-ce que physiquement il y aura un lieu? Je vais peut-être demander à Nicolas éventuellement de revenir. Nous avons deux questions sur l'adresse et le lieu, Nicolas. Ou alors peut-être le micro. Tiens, voilà. C'est un micro derrière, Nicolas. L'adresse, pour le moment, l'association n'étant pas créée formellement, l'adresse est venir. Les projets actuels de statut mettent pour le moment l'adresse au CTICM. Et puis on verra ensemble, suivant comment on peut rentrer du financement pour que l'envol se fait dans la meilleure des conditions possibles. Mais de toute façon, moi je suis prêt au nom du CTICM et je sais que je suis suivi par les conseils d'administration du centre pour accueillir cette maison qui est quelque chose que je considère comme important, sinon vital, pour la filière. Ce serait une association loi de 1901 ? Alors, à terme, on sait que pour construire une association loi de 1901, il faut déjà avoir au minimum 2 ans d'existence. Donc, on part par une association et après, on se dirigera vers ce genre de choses. Oh oui. Comment se veut organiser la gouvernance ? Excusez-moi. Oui, je demandais comment serait
Oui, il fonctionne, il fonctionne. Comment serait organisée la gouvernance de cette association? Alors, Qui dirigerait l'association? Un président avec un délégué général, avec un conseil d'administration, une assemblée générale, une association assez classique. On ne va pas inventer des choses très, très originales. Les statuts aujourd'hui prévoient un conseil d'administration avec de mémoire 15 personnes, c'est ça? Avec des postes réservés bien sûr aux membres fondateurs et des postes pour les membres actifs. Tout ça, c'est en cours de rédaction. On a bien avancé, mais on n'est pas encore prêt à tout montrer et à tout mettre sur la table pour des raisons évidentes de discussion, mais on n'est pas loin quand même. Je pense pouvoir dire qu'on n'est pas loin de l'arrivée finale. Une assemblée générale et des comités qui font le boulot. Mais quelque chose de très classique. Merci. Bonjour, j'ai vu apparaître le terme de membre correspondant. J'aurais voulu comprendre ce dont il s'agissait. 3 types de membres. Membres fondateurs, vous les avez eus sur l'estrade. Des membres actifs, qui sont les adhérents directs ou ressortissants suivant les organismes. On a soit des ressortissants, des adhérents, enfin, voilà. Et des membres correspondants, c'est tout l'écosystème qui tourne autour, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les assureurs, les fournisseurs, que ce soit de matériel, de logiciels, etc. Voilà. On avait dit les acteurs directs. Oui. Ça évite le beau membre. A-t-on d'autres questions? Ok, bah dans ce cas, Philippe, je vous invite à garder le micro ou alors à venir sur le pupitre, comme vous voulez. Hop, non, on va rester sur le logo. On va rester sur le logo, j'aime bien. Et je passe moi, j'aime bien, j'assume. J'assume, il est probablement, et ça sera notre conclusion, il est peut-être dérangeant finalement ce logo. Eh bien, il est à l'image de ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se dérange. Il faut qu'on fasse certaines révolutions dans nos façons d'être ensemble, de façon de travailler. Il faut convaincre des vieilles histoires. Il faut avancer pour travailler ensemble, pour contrer un certain nombre d'idées. À la maison, on l'a dit, hein, c'est la famille. J'ai bien aimé, moi. Il y a un mot que je n'avais pas entendu jusqu'à maintenant. Et j'ai bien aimé la notion de cousin. Et oui, c'est vrai que dans une maison, il y a la cuisine où de temps en temps, la vaisselle, elle vole. C'est pas très grave, on la laissera voler et puis on rachètera. On rachètera un peu de vaisselle et un peu de verre. Mais que le logo y dérange, génial. Parfait. Il faut qu'on se dérange. Il faut que collectivement on se dérange pour faire avancer la filière, pour créer une famille et faire avancer ensemble ce qui sera le gage de notre survie collective. Alors, la conclusion, c'est que, vous voyez, on est au tout point de départ. Moi, j'ai entendu aujourd'hui des questions, pourquoi je suis là, qu'est-ce que ça va m'apporter. Suivant une vieille phrase bien connue, j'aurais tendance à dire, demandons-nous pas ce que va nous apporter la maison de la construction métallique. Demandons-nous ce qu'on va apporter chacun à la maison de la construction métallique. Parce que chaque chose qu'on apportera sera un gain pour la collectivité, donc pour chacun d'entre nous. Toutes les questions, on a vu les questions, je suis désordonné, Hervé, on te pose des questions, on n'est même pas capable d'y répondre. Ça veut dire qu'elle est très, très importante, ces questions, qu'il va falloir la mettre sur la table.
toute question que vous allez nous apporter, toute problématique, faut pas avoir peur. Alors souvent c'est pas simple d'y répondre, c'est pas facile, parce que si c'était facile, il n'y aurait pas besoin de faire la maison de la construction métallique. C'est bien évident. Mais tout ça, c'est ce qui nous permettra ensemble de progresser. Chacun à sa place. Alors, on est beaucoup moins nombreux que le nombre d'inscrits parce que les trains, ils n'ont pas été sympas. Il y a des gens qui choisissent des dates, alors que moi, j'avais dit oui quand on a choisi cette date-là, parce que tout le monde m'a dit, là, tous les membres fondateurs m'ont dit c'est la bonne date, c'est à cette date-là qu'il faut faire. Vous auriez pu, au mois de septembre, vous auriez pu me dire que mois d'avril, ça serait la grève. C'est pas sympa. Donc merci à ceux qui sont venus, malgré les difficultés. Effectivement, Nicolas vous l'a dit, cette séance a été enregistrée. Elle sera rediffusée sur les réseaux sociaux, sur Metal et Tech, j'imagine. J'allais dire dans quelques heures. On va lui laisser passer le temps des fêtes de Pâques avant de le mettre sur les réseaux. Merci à tous. On va aller, après avoir nourri notre esprit, aller nourrir notre corps, comme disait l'autre. Merci à tous. Et puis, souhaitons-nous collectivement une bonne route pour cette maison.